eh bien, et qu'on voit renforcer avec le confinement et tous les enjeux sociaux, eh bien, on voit arriver de plus en plus de projets qui sont un peu de deux types, les moins de 50 ans et les plus de 50 ans. Donc, je vais pouvoir les détailler et il y aura un témoignage d'un groupe de plus de 50 ans dans une demi-heure, s'il arrive à nous rejoindre. Hein. Et les projets participatifs de moins de 50 ans, ben, en fait, c'est essentiellement des familles qui se regroupent pour avoir des espaces partagés en plus ou en complément de leur logement, de leur habitat habituel. Et donc, c'était mon histoire. On était des jeunes familles et on a eu des espaces un coin jeu pour les enfants, en veillant. On était déjà dans l'esprit des éco-hameaux que vous connaissez bien maintenant. Par exemple, on met les voitures en bordure, hein, pas directement devant la maison, pour permettre d'avoir des coins favorables aux enfants ou aux anciens. Donc, et on a mutualisé beaucoup de choses. La plupart du temps, ces groupes, ils mutualisent buanderie, ateliers, petits salles, préaux. Enfin. Donc, il y a plein d'initiatives de moins de 50 ans. Donc, je vais pouvoir y revenir tout de suite. Et notamment en milieu rural, avec l'exil de la ville dont on parle maintenant, et des gens qui veulent lancer des éco-hameaux autonomes avec des questions écologiques ou d'autonomie en milieu rural, qui veulent trouver une longère et autres. Donc, il y a tout un mouvement. Ça se cherche. Quelquefois, les gens ont les moyens, quelquefois, ils n'ont pas. Ça se cherche. Et il y en a aussi dans votre territoire. Et puis, les plus de 50 ans, eh ben, c'est souvent des gens, pour la deuxième moitié de la vie, un peu comme moi, cheveux blancs, eh bien, après, moi, je suis veuf, par exemple, ou après veuvage, séparation notamment, qui se disent, il faut anticiper et ne pas être seul, continuer à être dans la vie, et donc ils veulent se rapprocher, par exemple, au bout ou dans un quartier, entre seniors, pour un minimum d'entraide. Donc, on a ces deux avancées, et les collectivités voient bien l'intérêt. Les moins de 50 ans, ils voient notamment l'intérêt de ces jeunes pour le lien social, pour éviter l'isolement, même pour aider les familles monoparentales, pour éviter l'isolement, et pour des pratiques éco-responsables. C'est-à-dire pas se suréquiper, voire aller jusqu'à l'entraide sur les véhicules, la mobilité. Et pour les plus de 50 ans, c'est beaucoup le lien social et c'est beaucoup la prise en compte aussi du vieillissement de la population, où on sait que les solutions ne sont pas seulement tout domicile, tout le monde n'est pas en situation de se maintenir au domicile jusqu'au bout, et la solution, ce n'est pas forcément tout équipement, tout établissement de type EHPAD, qui n'est pas forcément le choix de tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir entre les deux? Donc, ça bouillonne, et c'est là-dessus qu'on souhaitait échanger avec vous. Merci, Pierre-Yves. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'avoir effectivement à la fois votre éclairage, mais des témoignages sur des expériences qui fonctionnent d'habitat. La question qu'on posait ce soir, c'est les enjeux pour notre territoire. Et quand on identifie les enjeux, notamment liés au vieillissement, mais pas uniquement, c'est quel type d'habitat, qu'est-ce qui peut répondre aux besoins aujourd'hui du territoire. En ça, c'est intéressant. Alors, je ne sais pas si déjà pour cette première intro, certains avaient peut-être déjà des premières questions, peut-être. On va le faire comme ça. Et puis, Pierre-Yves, je sais que vous allez voilà, laisser la parole aussi à un collectif qui souhaite témoigner et présenter un petit peu leur expérience. Voilà, donc ce que j'ai proposé, c'est peut-être, je vais partager mon écran, mais je vous vois, donc on peut Oui, couper et échanger. Et donc, j'avais envisagé deux témoignages, il n'y en aura qu'un seul en fait. Un très bien. témoignage de gens de Plabennec, un groupe senior, qui est en train de s'installer, mais qui ne nous a pas encore rejoints d'après… Alors, je les Je sais vois. qu'ils… Vous les Je les vois. Ils voyez? sont connectés. Oui, oui. Mais je ne vois pas les noms sur les écrans. Ah, Ah, Coolco, ça d'accord. y est, ouf, Oui, oui, oui. Ils je sont vous là, oui, oui. reconnais. On s'est déjà vu en vidéo. Voilà. Et malheureusement, le groupe de Langan, un groupe qui veut lancer un éco-hameau, n'a pas été disponible.
Pas de Alors, souci. bien sûr, comme on n'est pas nombreux, il faut en profiter pour échanger. Mais je vous donne quelques repères. Hein. En partageant mon écran, est-ce que je vais y arriver? Oh là là, comment on fait ça déjà? Vous avez un petit onglet écran partagé dessous. Voilà. Hop, Et voilà, c'est parfait. Vous allez aller chercher votre document. Parfait. Ça bon, fonctionne. ça fonctionne. Donc, ça, Est-ce que vous tout le monde voit connaissez, l'écran? Oui. vous voyez à peu près? Bon. Donc, la question, en fait, la question de fond, et là, c'est une affiche de lorsqu'on a démarré ce mouvement en Bretagne il y a une dizaine d'années, c'est que de faire avec les concernés, de faire par et avec les concernés. C'est ça la question. C'est pour ça que c'est aussi une question citoyenne. C'est de ne pas être, de répéter les situations où soit les gens sont consommateurs, s'ils sont solvables, soit ils sont bénéficiaires ou assistés s'ils n'ont pas les moyens, ils attendent de la collectivité. Donc, ce qui est fondamental, c'est l'idée que les gens concernés sont aussi capables d'être force de proposition et de gérer, d'autogérer, de proposer, de concevoir des solutions à leurs problèmes. Ils ont une capacité de s'en mêler. Alors, quelquefois, ce n'est pas simple. On peut faire un jeu de mots avec s'en mêler, mais on s'en mêle, on coopère, en fait. En gros, c'est ça, c'est la capacité de coopération à plusieurs quand on a des besoins. Et souvent, dans notre société, c'est pas, tout le monde n'a pas la chance d'avoir la capacité de le faire. Et puis, quelquefois, on oublie ça et on n'a que des solutions pour les gens solvables par la consommation ou pour les gens moins solvables qui n'ont pas les moyens. Tout étant fait par les mairies et la collectivité. Vous voyez, on sort de cette vision binaire. C'est aussi la vision du tiers secteur, c'est la vision de l'économie sociale. Les concernés ont leur mot à dire. Et ça commence par le partage des questionnements. Donc, il faut que les gens s'autorisent à se dire « j'ai des besoins, je vieillis, je ceci, je cela, je n'ai pas les moyens, c'est cher, je voudrais faire des trucs écologiques, mais j'y arriverai pas tout seul. » Comment on fait? On en parle à plusieurs, on mutualise des questionnements et après, on se dit est-ce qu'on ne peut pas se bouger ensemble? Et donc, c'est ça la dynamique. Le fond, c'est ça, savoir faire collectif. Et ce qui fait que maintenant, en France, eh bien, il y a, ça c'est une carto de notre mouvement national Habitat Participatif France que vous pouvez voir sur Internet, mais il y a un bouillonnement de projets à différents stades. Les stades aboutis sont en vert. Le groupe de Koulkos Plabennec sera bientôt en vert, hein, puisque vous êtes en train de vous installer. Et donc, ça bouillonne et on rattrape ce qui se passe dans les pays nordiques, en Allemagne, aux Pays-Bas, où c'est beaucoup plus ancien, ça fait au moins 40 ans qu'ils font cette idée d'entraide, de communauté, on ne dit pas communauté en France, mais de collectif de voisinage qui organise à plusieurs des commodités favorables pour tous. Et il y a de plus en plus de retours d'expérience. Donc, je vous montre quelques bouquins, vous pouvez en trouver plein sur Internet, il y a des vidéos. On est même passé à TF1 il y a 3 semaines. Alors là, ça veut dire que maintenant, on est plus des marginaux. On est vraiment, c'est vraiment répandu. On en parle même sur TF1. Donc, il y a plein et je vous signale le petit bouquin qui est en bas là, les 9 groupes Éco-village et Habitat Participatif. C'est le dernier qui vient de paraître dans les librairies. C'est fait aux éditions Rustica et il est pas mal. Et il retrace l'aventure, les démarches de 9 groupes essentiellement de l'Ouest. Donc, sur Internet, sur YouTube, sur les bouquins, vous avez des recueils d'expériences parce que chaque groupe a, et c'est un projet, on dit c'est un projet, c'est pas un programme. C'est pas un programme répétitif, c'est un projet, à chaque fois c'est un prototype, c'est les concernés qui décident de la couleur, de la saveur de leur sujet, ce qui fait que dans l'habitat participatif, il n'y a pas un modèle. Il n'y a pas un modèle, c'est le choix des gens qui est le bon. Mais ce qui est intéressant, c'est d'être relié pour se dire, vous avez plus avancé du point de vue écologique que nous. Pourquoi
parce que nous, on n'a pas eu le temps, parce qu'on n'était pas averti. Sur le lien social, c'est peut-être quelque chose qui n'était pas au départ, mais qui est important à prendre en compte pour la place des anciens. Voilà, on mutualise pour que petit à petit, les, les richesses des uns apportent aux autres. Et tout ça, ça vient de très loin, parce que d'un côté, c'est tout neuf, d'habitat participatif, etc. Mais en fait, ça vient de la grande tradition des communs que vous connaissez, notamment dans le Pays de Redon. Et c'est pour ça que je me suis permis de faire une diapo sur les Frairies du Pays de Redon, que je pense que vous connaissez. Et là, c'est une photo de la Frairie de Bain-sur-Rousse, la Frairie Saint-Marcelin de Bain-sur-Rousse. En fait, c'est les biens villageois du Moyen-Âge, où il y avait déjà des systèmes de solidarité villageoise et des biens partagés qui appartiennent aux gens du village, qui n'appartiennent pas à la commune et qui n'appartiennent pas aux particuliers. Dans beaucoup d'autres régions de France, c'est devenu des sections de communes. Mais dans le Pays de Redon, c'est resté des biens qui appartiennent aux gens du village. Et j'en ajoute une autre. Il y avait eu, il n'y a pas longtemps, une exposition sur les Landes à Rennes, et sur les terres vagues et vaines. Et il y avait eu un petit sketch de Jean-Pierre Grist qui avait rappelé comment ces biens communs, ces biens villageois, ces landes, petit à petit, avaient été éradiqués et partagés pour des biens particuliers. Donc, tout ça, c'est une histoire longue, parce que finalement, tout ça, c'est un peu un pas de côté par rapport à la propriété officielle. C'est-à-dire, c'est l'idée de penser que la propriété, elle peut être aussi collective, elle peut être sociétaire, on peut faire une société, le Plabennec va nous en parler, et avoir des parts, trouver un système pour conjuguer l'intérêt particulier, l'intérêt de chacun, mais aussi avoir un dispositif d'intérêt commun, de commun, et donc ce n'est pas forcément dans les visions habituelles de la propriété. Alors tout ça est en plein bouillonnement et on ne sait même pas comment on s'appelle. Vous voyez le panneau. Habitat groupé, co-housing, c'est le nom des pays d'Europe du Nord. Habitat solidaire, partagé, léger. On a fait avec le Conseil de développement du Vallon de Vilaine et avec Emmanuel une soirée sur les habitats légers qui arrivent beaucoup dans vos milieux ruraux. Il y a l'idée autogestion, autopromotion, enfin l'idée d'être évidemment de s'occuper de ses affaires. Il y a l'idée d'éco, qui est vraiment les enjeux d'aujourd'hui, les enjeux écologiques de la transition. Et puis il y a souvent la notion de coopérative, parce que globalement derrière tout ça, souvent on utilise un peu le droit coopératif, souvent, pas toujours. D'ailleurs, je vous signale que vient de se lancer à Messac un nouvel éco-hameau qui va être composé de 4 foyers et qui est en cours d'achat du Luxor. Certains se rappellent du Luxor. Certains sont allés danser dans cette boîte de nuit. Dans cette ancienne boîte de nuit, elle est rachetée par un petit groupe de jeunes qui vont en faire un petit éco-hameau et qui créent justement une coopérative pour gérer leur petit domaine et les 4 logements qu'ils vont aménager. Donc, à ce point-là, j'ai dit l'essentiel pour rappeler que tout ça est maintenant reconnu par la loi Allure de 2014 et on a bien cette idée de mise en valeur d'espaces collectifs dans une logique de partage et de solidarité entre habitants. Donc, c'est un enjeu reconnu par la loi qu'entre voisins, on peut se parler, entre voisins, on peut se prévoir des commodités, des buanderies, ateliers, enfin des choses qui facilitent la vie qu'on n'aurait jamais tout seul, mais aussi, au-delà de ça, avoir un climat qui permet d'être un peu plus attentif à chacun, notamment aux plus fragiles, et dans un esprit de non-indifférence et de non-ingérence. Et c'est ça que la loi reconnaît, et l'objectif, c'est de mettre en valeur, de sortir du binaire à nouveau, de ne pas considérer seulement le logement ou l'appartement ou la maison privée,
qui est normal, dont chacun dispose, de ne pas considérer non plus seulement que l'espace public et les politiques publiques, mais de considérer ce qui est entre les logements, qui peut être ces commodités, qui est le commun, et donc la nécessité de savoir faire collectif. Donc voilà pour l'instant, j'ai d'autres diapos si besoin, mais voilà où j'en suis. J'essaye comment je fais pour revenir. Comment je fais pour Merci revenir à Pierre-Yves. l'écran? Alors, normalement, vous pouvez double-cliquer sur votre écran et quitter l'écran partagé, Il y mettre a un fin à truc. l'écran partagé en bas. Oui, mais Je j'arrive pense pas. sous l'onglet écran partagé, je pense que vous pouvez quitter l'écran partagé. On y arrive, on y arrive. Revenir Donc sur l'écran déjà, s'il y a partagé déjà des peut-être. premières réactions là-dessus. Première réaction. Alors, est-ce que certains veulent prendre la parole? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça appelle peut-être des témoignages aussi ou des compléments? Bonjour Pierrick. Quelqu'un demande la parole mais n'a pas ouvert son micro. Oui, je suis en train de Non? regarder. Alors, je ne vois pas de petite main levée, mais n'hésitez pas à ouvrir votre micro si vous souhaitez prendre la parole. Alors, peut-être Gilles Châtel. Peut-être que Gilles, ça appelle. Bon, Gilles va pouvoir peut-être évoquer plutôt la question de l'habitat. On va y revenir peut-être tout à l'heure, Pierre-Yves, sur l'habitat senior. Oui. D'accord. Gilles? Oui. Donc, effectivement, donc, ce qui vient d'être dit me paraît particulièrement intéressant. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'occupe plutôt, moi, de personnes âgées et, on va dire, plutôt de personnes âgées dépendantes. Donc, effectivement, une réflexion sur l'habitat participatif me paraît intéressant, y compris pour les personnes âgées. Alors, il resterait à réfléchir aux modalités de prise en charge des personnes les plus dépendantes. Cependant, un des dénominateurs communs que l'on retrouve fréquemment chez les personnes âgées, c'est la solitude. Et l'habitat participatif me paraît être un bon remède à ce problème de solitude. Voilà. Donc, en ce qui nous concerne, nous, je veux dire, quand je dis nous, c'est l'association dont je m'occupe, c'est-à-dire la SAD. On a effectivement travaillé essentiellement sur tout ce qui permettait aux gens de rester dans leur domicile et voir, quand ce n'était plus possible, les structures d'accueil possibles. Mais effectivement, de ce point de vue-là, on n'est pas très original, puisque la structure que l'on a en gestion est un EHPAD. Voilà. Mais pour avoir été voir un peu ailleurs ce qui se passait, notamment au Québec, j'ai pu observer, mais dans un cadre législatif qui est peut-être plus adapté, des possibilités tout à fait intéressantes d'habitat partagé, que ce soit à l'échelle d'un quartier, d'une rue. Et il y a même un endroit au Québec, je crois que c'est à Trois-Rivières, où il y a un espace partagé qui s'appelle justement la rue. Et c'est un aménagement d'un quartier qui était un petit peu en déshérence et qui a été aménagé spécifiquement pour des personnes relativement âgées ou présentant un handicap. Voilà. Donc, l'habitat participatif me paraît être intéressant. Donc, ça serait intéressant et je serais intéressé par la suite des discussions qui vont avoir lieu, notamment des expériences qui sont actuellement en cours, de façon à réfléchir peut-être avec d'autres sur un projet dans le secteur de Redon. Voilà ce que je pourrais dire pour l'instant. Merci beaucoup, Gilles. Pierre-Yves? Eh bien, effectivement, il y a de plus en plus aussi d'initiatives, alors qu'on appelle de résidences seniors, de résidences solidaires, de béguinage, d'habitage. Il y a d'initiatives qui ne sont pas des EHPAD et qui permettent
aux gens de se regrouper. Et donc, souvent, les groupes, certains sont initiés par des groupes participatifs, comme Plabennec, le groupe de Plabennec. Il y en a d'autres qui sont en plein développement dans l'Ouest, et certains sont initiés par des collectivités et des organismes HLM. Les organismes HLM ont beaucoup développé ce qui s'appelle les maisons Elena, par exemple. Vous avez entendu parler des maisons Elena développées par le groupe Espacil. C'est un bailleur HLM. Il y en a un autre, Aiguillon, qui a développé quelque chose qui est à Bain-sur-Oust. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais une unité pour permettre à des gens locataires HLM, qui sont dans les plafonds HLM, de se retrouver. Donc, il y a beaucoup d'initiatives, souvent les appels béguinage, qui se développent partout. La mutualité en fait pas mal aussi dans Loire-Atlantique. Alors, la grande différence avec l'habitat participatif, c'est que l'initiative, quelquefois, est faite sans les gens, et on espère qu'une fois les gens installés, ils vont ressentir le besoin de faire vivre les espaces partagés et puis le voisinage. Ce que nous paraît souhaitable, c'est que dès qu'on peut, le plus tôt possible, les concernés soient moteurs et discutent avec des organismes HLM, des collectivités, de la façon de réaliser ça. Mais peut-être qu'on peut passer au témoignage de Koulkoz maintenant. Oui, et entre-temps, je vais juste passer la parole à Marc Derval, je voyais Marc sourire, qui est l'ancien maire de la commune de Bain-sur-Oust, et qui a effectivement œuvré pour la mise en place de cette… Alors Marc, est-ce qu'on peut avoir le nom? Comment s'appelait cette résidence, cette chouette résidence senior dans votre commune, qui a été réalisée il y a déjà quelques années? Alors, effectivement, j'ai un petit trou de mémoire. On va retrouver l'info. 24 logements. Et donc, ils ont une commune. Et également tous les emplacements parking qui se trouvent des éléments partagés. Juste, j'avais peut-être une petite réaction vis-à-vis de Pierre-Yves, justement au travers de tous ces expériences. Aussi bien, moi j'ai vécu dans un village aussi, donc, où il y avait l'entraide, où il y avait des outils partagés, hein, on se prêtait des outils, et ainsi de suite. Ce que je vois apparaître, c'est qu'au départ, tout le monde a le même objectif et une certaine entente et une certaine vision des choses. Mais par contre, Pierre-Yves, j'aurais savoir quand justement un des habitants de ce village ou de cette structure part pour X raisons, hein, peut-être même professionnelles, hein, et changé par une autre personne. C'est un peu comme dans un village, il y a un nouveau voisin qui arrive, tout le monde se pose des questions, est-ce qu'il va garder le même esprit que ce qu'il y avait avant? Parce qu'en fait, il y a quand même un objectif commun, c'est avoir un esprit de partage, un esprit de solidarité. Juste Pierre-Yves, comment ça se passe quand justement un part et que l'esprit peut être dilué voilà. Alors, Plabennec va nous répondre là-dessus parce que c'est aussi une question qui s'est déjà posée, d'accueillir des nouvelles personnes. Hein, c'est aussi une question d'accueil et pour bien comprendre, pour que la personne comprenne quel est le projet collectif. Et souvent, c'est exprimé par une charte. Souvent, les gens écrivent une vision, une charte, enfin une référence sur un peu ce qui est l'engagement de tous. Alors, quelquefois, elle n'est pas opposable juridiquement. C'est-à-dire, ça peut être seulement moral, donc ça peut rendre plus délicat au moment des mutations. Ben, la nouvelle personne n'est pas forcément complètement engagée. Hein. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un gros travail de recherche juridique. J'ai parlé des coopératives, par exemple, qui font que c'est plus, ça consolide plus l'engagement des nouveaux. Mais tout ça, c'est un travail à faire ensemble. Et ça ne se pose pas qu'en habitat participatif, puisque, par exemple, dans ce qui est réalisé par les mairies avec les organismes HLM, en fait, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à combiner, ou très rarement,
des gens en statut locatif HLM et des gens, on pourrait peut-être en reparler à la fin de la séance, et des gens qui ont un bien et pourraient acheter leur petit appartement. À Bain-sur-Rousse, j'ai retrouvé le nom, c'est Serenitis, c'est pas ça, hein? Non, c'est la Piclet. C'est la Hein? Piclet, la résidence de la Piclet. Ah, Ticlet, voilà. En tout cas, c'est fait C'est par Saint-Marc. Aiguillon. Ouais. Et donc, des gens de Bain-sur-Rousse qui sont propriétaires ne peuvent pas y aller. Parce que la priorité est donnée aux gens qui ne sont pas propriétaires et qui sont locataires. Donc, c'est un exemple où il y a une recherche pour savoir comment chacun peut se retrouver, quel que soit son statut, ses capacités, autour d'un engagement partagé. Puisque la valeur qu'on essaye de mettre en avant, c'est souvent celle qui est écrite dans les chartes, c'est plus que la valeur patrimoniale, c'est la valeur d'usage, la qualité de l'habité. C'est ça l'essentiel. Ce n'est pas l'idée de faire du patrimoine principalement. Le patrimoine, c'est un outil. L'usage et l'habité, c'est la finalité. Est-ce que vous êtes d'accord, Koulkoz? On vous écoute. Oui, nous sommes d'accord. On vous écoute. Mais c'est bien Serenitis aussi, Jérôme le précise dans le chat. C'est les résidences de la Piclet, mais c'est effectivement un programme Serenitis, il me semble. On va laisser la parole et puis Marc reprendra peut-être tout à l'heure aux collègues de Plabennec. Oui, bonsoir. Donc Jean-Yves Seïté et Geneviève Thépeau. Nous sommes, Plabennec est une commune de 8500 habitants située au nord-est de Brest, à 12 km de Brest, donc dans le Finistère. Notre aventure a commencé en 2012 à l'occasion de la disponibilité d'un terrain en centre-ville de Plabennec, disposant d'une maison déjà construite de 3000 m². Quelques personnes ont eu connaissance de la vente de cette maison et ne souhaitaient pas que ce terrain soit acheté par un promoteur pour en faire un usage, on ne sait pas trop de quoi. Nous, ces personnes-là souhaitaient que ce terrain puisse devenir un habitat participatif. Ils ont donc proposé à différentes personnes qu'ils connaissaient de se réunir pour démarrer ensemble une aventure donc qui a démarré en novembre 2012 avec l'achat du terrain en mars 2013. Et depuis, nous avons créé donc une SCI pour acheter ce terrain et cette maison. Et depuis, nous travaillons ensemble régulièrement avec des réunions mensuelles depuis donc 8 ans pour aboutir à cet habitat qui est en cours de construction aujourd'hui. Bien sûr, 8 ans, c'est long, mais nous avons quand même tenu le coup, et nous avons donc, comment dire, je ne trouve plus mes mots, excusez-moi. Nous avons, dès le départ, souhaité, puisque nous sommes un groupe de personnes âgées de 58 à 75 ans, nous ne souhaitions pas faire de demande de prêt individuel, mais rester sur un prêt collectif. Nous avions créé la SCI et nous souhaitions que la SCI puisse contracter le prêt et non pas des personnes individuellement. Les premières demandes de prêts que nous avons effectuées dans les années 2014-2015 ont essuyé des refus. Malgré cela, nous avons poursuivi, toujours en espérant obtenir un jour un prêt collectif. Entre-temps, un organisme social s'est rapproché de nous, le Finistère Habitat. Nous avons travaillé ensemble avec lui à partir de 2017, mais ça n'a pas pu se concrétiser parce qu'eux-mêmes se sont trouvés en difficulté au moment où le gouvernement a pensé à fonctionner une partie de leur matelas. Donc, cette collaboration avec le ministère Habitat n'a pas abouti. Et depuis l'année dernière, début 2020, un organisme bancaire a accepté de financer notre prêt à hauteur de 900 000 €. Donc, c'est la SCI qui emprunte. Nous allons rester locataires de cette SCI, nous ne serons pas propriétaires.
et nous versons une redevance pour occuper ces logements. Ces logements, donc il y aura 7 logements. Aujourd'hui, nous sommes 10 foyers, mais 3 foyers ne souhaitent pas habiter immédiatement ce collectif. Donc nous sommes 7 aujourd'hui décidés à investir ces logements dès qu'ils seront disponibles à la fin du printemps de cette année. Le coût total de l'opération s'élève à 1 650 000 €. Nous avons obtenu un accord de prêt de 900 000 €, une subvention de l'Agir Carco, donc la caisse de retraite complémentaire des salariés, puisque nous allons sur un habitat senior. Les objectifs principaux que nous avons mis en avant depuis le début, c'est éviter l'isolement et favoriser le bien vieillir ensemble, avoir un espace de logement plus restreint, une habitation adaptée au niveau de la surface du handicap et de la tranche d'âge, vivre dans l'esprit du cohabitat, se sentir entouré, solidaire, tout en respectant la liberté et l'indépendance de chacun, réaliser des logements à basse consommation afin de diminuer notre empreinte énergétique et réduire les coûts par une gestion directe du projet. Donc, pour vivre ce collectif, nous avons émis un certain nombre de principes. La démocratie, tous les membres sans discrimination votent selon le principe une personne, une voix, quel que soit l'apport qu'ils ont apporté. Solidarité, tous les membres du COULCO sont solidaires entre eux. Responsabilité, nous sommes tous responsables du projet d'habitat participatif. La pérennité, on espère que cet habitat va survivre au-delà de nous. La transparence à l'égard de tous ses membres et la proximité, puisqu'on s'ancre bien dans le local et on participera à la vie de la commune. Une petite chose que j'ai oublié de vous dire, pourquoi ce nom COULCOS? Évidemment, il y a un lien avec le mot kolkhoz du communisme, mais surtout, nous avons pris le terme cause qui, en breton, veut dire vieux. Donc, ça veut dire les vieux cool, les vieux tranquilles. Voilà ce que je peux vous dire rapidement. Geneux va maintenant vous présenter un peu l'historique de notre projet. Ouais, je crois que tu as déjà un peu bien dégrossi l'historique. Oui. Peut-être je peux rajouter que donc la construction là concerne 7 appartements. Il y en a 5 de 75 mètres carrés, 2 de plus petits. Donc ce sont des couples pour 4 appartements et 3 personnes seules autrement. On a donc un lieu chaque foyer pour vivre. Et on a une partie commune avec une grande pièce avec de quoi cuisiner, de quoi créer de l'animation, une chambre, un garage, atelier et une salle d'activité. Et donc une chambre en plus pour permettre d'accueillir les familles. On a une petite partie aussi pour le moment qui est louée à des bureaux parce que ça nous permet financièrement de boucler un peu notre budget. Donc, on se réunit très régulièrement. On a donc un projet de travailler, d'être solidaires ensemble. Mais on a aussi un projet d'une association sur la partie commune qu'on appelle Mosaïque pour le moment, et qui serait une association qui pourrait inclure des gens en dehors de notre habitat. Ce qui fait que notre lieu est ouvert et peut être un dynamisme pour la commune et pour rejoindre d'autres gens. On n'a pas envie de vivre entre nous fermés, mais on veut que ce soit quelque chose d'ouvert et dynamique, chacun ayant aussi ses relations extérieures. Voilà, un petit peu. Oui, je voulais revenir sur la question qui a été posée tout à l'heure par rapport à des personnes qui s'en vont et d'autres, et des nouvelles qui arrivent. Depuis donc que nous avons commencé à réfléchir sur le COULCOS, il y a bien sûr dans notre groupe des personnes qui sont parties, d'autres qui sont arrivées.
Alors, effectivement, pour que tout le monde adhère aux valeurs qui nous semblent importantes, nous avons rédigé une charte et les personnes qui souhaitent intégrer notre groupe doivent adhérer et signer cette charte. Et c'est très important pour nous donc que toutes les valeurs que je vous ai exprimées tout à l'heure soient respectées par tout le monde. Et effectivement, il se pourrait, ça ne s'est pas trouvé jusqu'à présent, mais il se pourrait que des candidats potentiels à notre projet ne soient pas retenus parce qu'ils ne veulent pas adhérer à la charte que nous avons posée. Cette charte, bien sûr, n'est pas figée, elle peut évoluer, mais je pense que nous souhaitons respecter les principes que nous avons mis en valeur dès le début. Et je crois que c'est important de penser cette charte. Pierre-Yves pourra confirmer ce que nous disons par rapport à la charte. Alors, un autre point, oui, justement, pourquoi on ne voulait pas particulièrement de prêts personnels, c'est que le projet, c'est le projet de l'ASCI, du Cool Cause, et pas un projet personnel seulement sur un appartement. Donc, nous sommes locataires des logements, et le jour où on s'en va, ce ne sont pas nos enfants qui héritent ou nous qui le vendons, mais bien la SCI qui reste propriétaire et donc qui le propose dans le projet. On a un souci que le projet dure et perdure au-delà de notre investissement à nous. Mais les parts sont transmissibles, vos parts. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Les parts sociales sont transmissibles. Pour l'instant, nous restons sous la forme SCI, mais ça ne veut pas dire qu'un jour, ça n'évoluera pas vers une coopérative d'habitants. Pour l'instant, nous n'avons pas opté pour cette solution-là, mais on y a déjà réfléchi. Et est-ce qu'il y a des gros écarts entre les apports des uns ou des autres? Oui, il y a des gros écarts entre les apports des uns et des autres. Pour l'instant, ce n'est pas un souci. Ça ne veut pas dire que ça ne le deviendra pas un jour, et pour l'instant, il n'y a pas de souci. La banque qui nous accorde le prêt nous a demandé de modifier les parts sociales que nous avions dans la SCI. Au départ, chaque personne avait une part sociale équivalent à 1 000 €, et la banque nous a demandé de porter cette part sociale à 15 000 € de manière à ce qu'on écrête un peu et que tout le monde soit à peu près au même niveau. Aujourd'hui, des personnes qui vont intégrer le Cool Cause sont propriétaires de leur logement, vont le mettre en vente et vont apporter une somme assez conséquente pour ainsi un peu que les apports des uns et des autres soient à peu près équivalents. D'accord. Pour l'instant, l'aspect financier n'est pas un souci entre nous. Voilà. Et donc, certains d'entre vous n'auraient peut-être pas pu rejoindre une maison Elena ou une maison comme Bain-sur-Oust, Oui. qui est dans le cadre HLM. Alors, nous sommes posé à un moment donné, quand nous avons collaboré avec Ministère Habitat, nous sommes posé la question du prêt locatif social, les PLS. Et effectivement, il y avait sur les candidats potentiels, il y avait quand même 5 foyers qui remplissaient les conditions pour pouvoir bénéficier des PLS. Nous avions bien entamé les discussions là-dessus. Nous avions sollicité aussi le soutien de la collectivité pour apporter une garantie, mais nous n'avons pas obtenu gain de cause. Nous ne sommes pas du tout soutenus par les collectivités à Plabennec ni par la communauté de communes. D'accord. Donc c'est un projet, comme on nous l'a dit à la mairie, c'est un projet privé pour vous débrouiller. Donc on est toujours dans l'erreur où on ne voit que le privé et le public. Oui. Et quand on fait du collectif et du commun, c'est réduit à du privé. Oui. Ce qui est une erreur fondamentale. Oui. Quand les citoyens font collectif, ils créent des solidarités, ils essayent d'articuler ça avec l'intérêt privé de chacun, et ils peuvent contribuer à l'intérêt public. Mais ça, c'est encore nouveau. Et donc, c'est pour ça qu'on a souvent des solutions pour les seniors qui sont que les solutions institutionnelles. Oui.
c'est-à-dire celles faites par les associations spécialisées, les organismes HLM et les collectivités. Et on a l'impression que les particuliers qui ont une maison, qui ont déjà un bien, sont complètement désemparés et ne font rien que d'attendre. D'attendre à domicile qui se casse une jambe pour aller en urgence à l'EHPAD. Enfin, je caricature. Hein. Mais si on veut, c'est une question pour votre conseil de développement. Comment se fait-il que les personnes qui se voient vieillir et qui voient leurs besoins changer ne sont pas elles-mêmes force de proposition pour se rapprocher? Il y a un problème de représentation où les gens s'empêchent. Ils disent c'est pas possible. Et s'ils vont voir leur banque, elles n'ont jamais vu ça, elles disent c'est pas possible. Si ils vont voir leur notaire, ils n'ont jamais vu ça, ils disent c'est pas possible. Donc on est quand même dans un système où soit les gens sont suffisamment solvables éventuellement pour payer une résidence senior commerciale mais chère, hein, soit ils attendent que monsieur le maire s'occupe d'eux. Enfin, je pousse le bouchon, mais je provoque le débat. Pour rebondir, Pierre-Yves, oui. nous avons pris le devant, en fait. Nous sommes réunis pour, pour que nous vivions ensemble notre vieillesse et qu'il y ait une solidarité entre nous le jour où les pépins de santé arriveront. Et que nous puissions nous prendre en charge et éventuellement, si besoin, payer un service collectif qui interviendra pour aider les personnes qui en auraient besoin le jour où nous-mêmes, nous ne pourrons plus aider suffisamment les personnes qui seront, nous souhaitons rester le plus longtemps possible dans ce collectif avec le soutien de tous les Coulcosiens, comme nous nous appelons. Thierry Coin avait demandé la Comment? parole. Pardon, je vous ai coupé, monsieur. Non, allez-y. Pierrick? Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Je suis un peu désolé, je suis arrivé en retard, mais on était en enquête justement pour les transitions énergétiques et sociétales par Renault Agglomération, et on était justement avec une maire du territoire, et elle parlait justement de cette problématique, de cette problématique-là, la problématique du vieillissement, mais aussi leur capacité à accueillir de nouveaux habitants avec de nouvelles exigences justement autour de l'habitat, et ils ont une autre réflexion justement, ces nouveaux habitants par rapport à l'habitat. Ils ne veulent pas forcément posséder, mais ils veulent avoir des habitats qui peuvent correspondre à la résolution de leurs besoins, que ce soit en mobilité, que ce soit en espace collectif. Et ils sont dans cette démarche-là. Et ça rencontre aussi une problématique justement pour les petites communes, des très petites communes qui n'ont plus de capacité financière, même pour ouvrir des lotissements, parce qu'ils sont prêts à accueillir du monde. Ils ont sur leur document d'urbanisme des emplacements, mais ils n'ont plus du tout de capacité financière pour accueillir du monde. Et la réflexion qu'elle faisait, est-ce que l'habitat participatif peut répondre justement à des problématiques de communes en tant que réellement de solutions alternatives justement à cette incapacité pour une commune de pouvoir accueillir des habitants ou de pouvoir réfléchir à l'habitat des anciens sur un territoire, et quelles sont les conditions qui seraient intéressantes justement de fournir justement à des gens qui voudraient se mobiliser de cette façon-là. Quelles sont les conditions que les communes pourraient apporter pour favoriser justement le développement de l'habitat participatif? Alors, là, on sort un petit peu seulement de la question du vieillissement. Il va falloir peut-être y revenir, parce qu'il y a peut-être encore des questions pour le groupe de Coulcose. De toute façon, les fondamentaux, que ce soit pour les seniors ou pour les autres, c'est l'idée de relancer la capacité à s'arranger à plusieurs en mutualisant ses besoins et ses solutions. C'est aussi une question de culture. Hein. Donc, et dès qu'on joue collectif, même si la commune peut apparaître éloignée ou petite ou n'ayant pas tous les atouts, dès qu'on joue collectif, déjà, ça, on résiste à la fatalité.
Et c'est vrai que vous n'avez l'une des choses qui joue, semble-t-il, pour les communes les plus petites, c'est que quelquefois les organismes HLM, par exemple, sont pas très volontaires pour aller dans les petites communes, pour faire des réalisations de moins de 10 logements. C'était quelquefois le Solia, enfin, les rénovations de presbytères, ça ne s'est pas toujours fait avec des organismes HLM, ça s'est fait parce que le CCAS l'a fait, parce qu'il y a eu des organismes genre Solia, Habitat Humanisme, qui sont un peu périphériques du monde HLM et qui réussissent à faire des choses de plus petite taille. Et donc, c'est encore plus nécessaire d'être inventif. Et l'une des conditions, alors les gens du Cool Cause pourront me le confirmer, je pense, c'est d'aller voir ailleurs. Parce que les solutions, elles existent, mais il faut aller voir les intérêts et les limites de ce qui a été trouvé ailleurs. Je pense que Cool Cause, vous l'aviez fait, je crois, moi j'avais rencontré Luce, c'est ça, hein, Oui. l'une de vos voisines. Oui, Elle avait fait pas mal de visites ailleurs. tout à fait. Ah oui, nous avons été à Jevézé, entre autres. Où ça? À Jevézé, en Ille-et-Vilaine, à côté de Rennes. Oui, c'est vrai, oui. Et il y a eu d'autres. On a participé aux journées de l'habitat participatif de l'Ouest, qui sont des journées d'échange de projets qui ont abouti, qui sont en route. Chacun a des difficultés différentes, des chemins différents aussi, parce que nous, c'est le terrain qu'on avait d'abord, d'autres ont le projet. Enfin, chaque projet est vraiment différent et c'est très riche. Les échanges sont très, très riches. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour recevoir les gens du Pays de Redon maintenant à votre tour à Plabennec? Ah, mais avec plaisir. Il n'y a pas de souci. On a fait une porte ouverte, on a eu 200 personnes. En octobre dernier, au début du démarrage des travaux. Donc, c'est ça la base, mais c'est aussi la chance que vous avez avec le Conseil du développement. C'est effectivement, dès qu'il y a quelques-uns qui sont prêts à mettre une question sur la table, allez voir ailleurs les différentes solutions, béguinage, Maison Helena, Cool Cause, des réalisations plus proches des résidences privées. Il y en a une qui est assez originale dans les Côtes d'Armor qui s'appelle les Hameaux du Levant, où c'est un promoteur, hein, c'est pas associatif, mais ils ont réussi à associer des gens qui sont locataires et propriétaires. Donc, c'est des choses. Donc, il faut aller voir. Et effectivement, ça pose la question aussi des représentations que les gens peuvent avoir, de se retrouver en mitoyen. Dans les petites communes, les gens sont généralement en pavillon, ils ne sont pas forcément en mitoyen, ou en étage. Cool Cause, vous aurez combien d'étages? 2 étages? 2 niveaux, étages, oui. 2 niveaux. Et certains n'ont jamais habité en appartement parmi vous? Oui, tout à fait. Moi, j'habite. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ah ben, on va apprendre à vivre ensemble dans du collectif. Ah, ça va être une sacrée aventure, certainement. Parce que c'est ça aussi, c'est des changements. Oui. Et dans les changements, ben, certains, l'appartement, ça ne leur parle pas. Le mitoyen, ça ne leur parle pas. Ils veulent avoir 2000 mètres carrés à tondre. Ils ne savent plus. Ouais. Donc, il faut avoir un potager plus petit. Et il y a même une chose qui peut poser problème, c'est la question du déménagement, de se désencombrer. Quelquefois, c'est un gros effort à un certain âge. Et donc, à chaque fois, l'idée, c'est de ne pas nier les problèmes, mais d'en parler à plusieurs et de voir comment les uns et les autres font pour dépasser l'obstacle. Et aller au bourg, dans un petit appartement, pourquoi pas? Ou alors même, peut-être certains chez vous sont dans des lotissements, imaginez de remembrer le lotissement, ce qui s'appelle la densification douce ou les opérations BIMBI. Vous avez peut-être déjà parlé de ça, hein, plutôt de construire en gaspillant la terre agricole, de densifier, de mettre là où il y a 2 pavillons isolés, de construire entre les 2, ça fait 3 logements mitoyens. Voilà. Tout ça, il faut oser. Et aujourd'hui, une partie des problèmes, c'est que les gens ne s'imaginent pas ça possible. C'est aussi une conviction on habite des maisons où on a 2, 3, 4 enfants.
ces maisons-là, elles sont très bien pour d'autres familles. Nous, on peut vivre dans plus petit et donner de la place à ceux qui viennent après nous. C'est aussi… Vous avez des chambres d'amis, non? Vous avez prévu? Oui, c'est prévu. Une ou Oui. deux? Oui. En commune. Oui, dans la maison commune, oui. Il y aura de quoi accueillir nos enfants, entre autres. Et comme on a 2 chambres par appartement, on peut aussi accueillir les enfants des autres aussi, s'il manque de Il y a de la place. marge. Il y a de la marge, oui. Ouais. Donc, vous voyez, l'idée, c'est aller voir ailleurs et puis peut-être se dire, le modèle qu'on a connu n'est pas forcément celui qui est nécessaire maintenant. Et vous, vous êtes en plein centre-bourg, vous êtes auprès des services. Oui. Hein, donc, et il y a souvent des opportunités dans les centres-bourgs. Alors après, ce qui est compliqué, et vous le connaissez déjà, c'est pas toujours évident pour les métiers de l'immobilier, les métiers, y compris les organismes HLM, de travailler la rénovation de l'ancien. Souvent, ces métiers-là sont plus habitués au neuf. S'ils voient un mur, ils démolissent. Ils préfèrent faire du neuf. Donc, c'est toute une culture à changer pour faire plus dans la dentelle et rénover le patrimoine aussi. Donc, on peut que vous encourager à se dire c'est possible. Il ne faut ne pas renoncer. Pierre-Yves, j'ai une petite question. Donc, il y a 2 semaines, on accueillait un urbaniste, Sylvain Grisot, qui évoquait effectivement le fait que des pavillons ou des logements soient sous-occupés en France, avec des personnes qui arrivent à la retraite et qui se retrouvent à 2 avec des grands logements. Mais pour autant qu'ils y restent, qu'est-ce qui ferait comment on pourrait, quels sont les leviers pour une prise de conscience? Peut-être, c'est pas de dire à ces personnes de partir, mais c'est comment faire prendre conscience de ce phénomène et, comme vous le disiez, Pierre-Yves, de peut-être densifier certaines parties du territoire, mais comment, enfin, c'est encore difficile aujourd'hui. Et puis, je laisserai la parole à Gilles Châtel juste après. Est-ce que je pourrais intervenir, s'il vous plaît, pour le coup de cause? Bien sûr, oui. Nous allons être obligés de vous quitter. Alors, s'il y avait des questions particulières concernant le cause, on peut vous répondre avant de… Très bien. Est-ce que certaines personnes ont des questions spécifiques à poser? Marc? Oui, il y a une question. Marc? Oui, je ne sais pas si je suis… Oui, je suis connecté? Oui. Oui, d'accord. Juste un point. J'ai vu que dans la répartition des parts que vous aviez au niveau de la SCI, elles étaient très inégales. Oui. Non, les parts sociales sont identiques. C'est après comment on appelle ça, le compte courant d'associés. Le compte courant d'associés où il y a des différences. Mais les parts sociales sont identiques. Oui, les parts sociales sont identiques, mais chaque copropriétaire, je ne sais pas le terme exact que vous employez, les sociétaires. Les sociétaires n'ont pas le même niveau d'investissement. Oui, tout à fait. En se projetant dans le futur, hein, je ne veux pas dire que vous pouvez courir des problèmes et tout ça, n'y a-t-il pas un phénomène que vous pouvez appréhender, que vous avez peur un peu, c'est que ceux qui ont les parts prépondérantes ont tendance à diriger un petit peu l'ensemble. Parce que souvent on dit payeur-meneur, enfin, ou celui qui… Est-ce que dans votre… puisque vous avez une charte, est-ce que, y compris dans ce phénomène-là, vous avez prévu dans votre charte qu'effectivement, vous avez une certaine égalité de représentation sans que l'aspect financier intervienne? Tout à fait. Totalement. Totalement. C'est ce que nous avons écrit dans la charte. Une personne, une voix, quel que soit l'apport financier qu'il ait fait. Par contre, en ce qui concerne effectivement ces notions d'argent et d'apport, c'est vrai qu'au départ, il y avait une certaine appréhension, comme vous dites, celui qui finance, c'est le meneur. Ce n'est, à mon avis, pas le cas aujourd'hui. Au début, ça a peut-être été un peu ça, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et pour, comment dire, consolider notre projet, nous avons écrit dans notre règlement que le jour où une personne quitte la SCI
parce qu'elle ne veut plus y rester, parce qu'elle ne peut plus y rester ou qu'elle décède, la SCI se réserve le droit d'un an pour rembourser les héritiers. Donc nous avons mis une clause dans le temps de manière à ce que durant cette période, la SCI puisse trouver des personnes qui viennent remplacer en apportant aussi une certaine somme d'argent. Nous avons essayé de trouver des solutions. Nous verrons à l'usage comment ça va se passer, mais en tout cas, toujours aujourd'hui, on ne peut pas dire que les financeurs principaux sont vraiment les meneurs. C'est bien écrit dans la charte et jusqu'à présent, c'est respecté. Voilà. Ça répond à votre question, Marc. Gilles Châtel? Oui. Oui, vous m'entendez là? Oui. Oui. Oui, moi j'avais une question parce que c'est un sujet dont je ne connais pas de réalisation dans la proximité, mais que j'ai pu observer justement au Québec. C'est justement de l'habitat participatif intergénérationnel, avec justement des solidarités qui se faisaient d'une manière, on va dire, verticale. C'est-à-dire, par exemple, dans l'habitat, les personnes les plus âgées résident dans les niveaux les plus bas, de façon justement à préserver une qualité de mobilité, et les personnes les plus jeunes avaient pour résidence dans ces habitats les parties les plus hautes. Alors, ça pouvait être des immeubles de plusieurs étages, 4-5 étages en général. Et on voyait des solidarités qui intervenaient, par exemple, pour ne prendre que celui-là, les personnes les plus âgées qui faisaient par exemple de la garde d'enfants pendant que d'autres allaient travailler, et il y avait même organisé un certain nombre de services qui pouvaient être partagés, etc. Donc, ma question, est-ce que en Bretagne, pour prendre l'exemple de la Bretagne ou autour de Rennes, il existe de l'habitat participatif intergénérationnel? Ça m'intéresserait de voir un petit peu comment ça fonctionne. Oui, alors effectivement, comme à peu près tous les habitats participatifs ont des gens de plusieurs générations, presque tous, sauf Plabennec, sauf un groupe qui est à la Bigotière à Épignac, qui est un éco-hameau. Ils font revivre un éco-hameau à Épignac, où c'est que des gens entre 50 et 60 ans, des amis. Eux, ils se connaissaient. Mais en général, il y a plusieurs générations. Et donc, cette question de l'intergénération, elle arrive plus ou moins spontanément. Mais en général, les gens y réfléchissent pour effectivement faire que ça fonctionne au mieux et que ce ne soit pas toujours les mêmes. Donc après, il y a tout un jeu entre avoir le plaisir de se rendre service et spontanément, et puis aussi le principe, une forme d'obligation morale d'être attentifs les uns aux autres, à ne pas être indifférents. Et le confinement, comme souvent les gens avaient besoin de se faire les courses et tout ça, a prouvé que les groupes trouvaient toujours des façons de s'arranger où tout le monde prend son tour. C'est cette idée-là aussi. Tout le monde est respecté, tout le monde est espéré comme devant exprimer son point de vue, d'où l'idée d'une personne, une voix que vous avez à coup de cause. Ce n'est pas la majorité bêtement, hein, c'est que chacun puisse s'exprimer. Chacun est aussi invité en geste, à aussi être contributif en geste, à sa façon. Les tâches ne sont pas forcément équilibrées entre les uns, mesurées, oui, hein, pesées, mais c'est le principe que chacun soit contributeur à son tour. Il y a une forme de réciprocité. Alors, ça n'empêche pas qu'il faut articuler, comme vous l'avez prévu à Plabennec, le recours, notamment pour le vieillissement, à des services extérieurs. Il faut trouver la bonne combinaison entre ce qui est de l'entraide citoyenne, solidaire, humaine, et du recours à des professionnels. Donc, c'est un peu inventé, mais comme les groupes échangent les uns avec les autres, quelquefois, ils voient les écueils. Hein. Si tout repose seulement sur la spontanéité des plus généreux, quelquefois,
À un moment, ça va coincer, surtout s'il y a des situations plus lourdes, s'il y a la dépendance qui apparaît. Mais si on ne reste qu'à tout attendre du professionnel, on perd aussi l'intérêt d'être aussi acteur dans les solidarités concrètes, l'entraide concrète. Alors, il y a même en Allemagne, à Cologne, moi j'ai eu l'occasion de visiter en Allemagne des résidences seniors, où par exemple, la municipalité avait demandé à des habitats participatifs d'accepter que leur numéro, que le numéro de téléphone de leur... Ah oui, je m'explique. C'est des groupes participatifs de seniors qui avaient déjà organisé la garde de nuit, dans lequel il y avait des personnes vieillissantes et qui s'étaient organisées pour la garde de nuit. Donc, c'est des groupes de 25, 30 logements. Donc, la garde de nuit, ça rassure tout le monde. Aussi bien ça profite aux gens qui sont plus dépendants, mais ça rassure les autres. Et ça rassurait les gens de la rue parce que la ville avait demandé à ce que le numéro de la garde de nuit soit le premier numéro de la téléalarme des gens de la rue. Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire qu'en fait, les habitats participatifs, en ayant une pratique un peu solidaire, en développant des services à plusieurs, créaient un halo qui était profitable aux gens qui n'étaient pas forcément dans l'habitat participatif, mais qui étaient dans le même quartier. Et donc, ça se faisait en bonne entente. Donc, tout ça, c'est l'enjeu de bien savoir articuler les capacités solidaires citoyennes et les services professionnels. Donc, c'est une vraie question qu'il faut, et c'est vaut pour tous les âges. Hein. L'intergénération, évidemment, on pense au vieillissement, mais de plus en plus, il y a des groupes où il y a des personnes qui ont pu avoir un parcours de vie qui ont été fragiles. Eh ben, les groupes acceptent assez bien d'avoir en voisinage quelqu'un qui n'a pas le même parcours, et c'est mieux qu'il ne soit pas tout seul. Et non pas en tant que thérapeute de quelqu'un qui aurait fait des cures de désintoxication, vous voyez ce que je veux dire, hein, mais en tant que bon voisin, déjà ça aide. Les groupes à Rennes, il y a 2 groupes participatifs qui sont fondés autour de familles monoparentales, qui sont vraiment là pour s'entraider, pour la vie quotidienne, pour les services auprès des enfants. Donc, je pense qu'il y a vraiment du retour d'expérience à se faire de ce côté-là. Et puis, vous savez que le plus dur, quand on se rend service, ce n'est pas forcément de rendre service, c'est d'accepter que les autres nous rendent service. Alors, je sais, les gens de Coolgos sont déjà partis, mais en fait, c'est souvent ça aussi. Tout nous provoque au changement. Le déménagement, c'est tout. Ça nous fait gamberger. Aller dans un appartement au lieu d'une maison, ça nous fait gamberger. Se dire qu'à un moment ou un autre, on a besoin des autres pour faire des courses. Et accepter de demander aux autres, quelquefois, on n'est pas dans ces cultures-là. Hein, on a envie, bien sûr, de s'occuper de ses affaires, mais on peut avoir besoin. Comment avoir la simplicité et l'humilité de demander un service et puis, bien sûr, de le rendre aussi. Donc, c'est très stimulant du point de vue, humain, à condition, bien sûr, d'être assez simple pour en parler les uns les autres et d'éviter que s'il y a un conflit, eh ben, ça prenne trop de temps, ça soit vite résolu. C'est l'idée éventuellement de faire appel à un tiers en médiation extérieure si besoin, de garder toujours une relation assez directe et confiante les uns vis-à-vis des autres. Quelqu'un vous laisse exprimer. Marc ? Oui. Dernièrement, à la télévision, on a vu une grande maison bourgeoise qui a été divisée en 2, pour lequel d'un côté c'est de la colocation mais pour les étudiants, et de l'autre côté c'est de la colocation pour des personnes plus âgées. Et donc ils se retrouvent dans une partie commune de temps en temps où ils prennent le repas ensemble. Et les maîtres de maison préparent les repas avec les personnes âgées, puisque les personnes âgées vont chercher au marché leurs produits. Donc là, il y a vraiment, si vous voulez, dans un même espace, 2 générations qui sont complètement différentes. Et effectivement, il y a un côté dynamique, puisqu'il y a cette jeunesse qui est présente également dans cette maison. Ensuite, pour la résidence que nous avons créée,
Donc, quelquefois, les mairies s'investissent pour créer des choses. C'est vrai que lorsque les particuliers font quelque chose par eux-mêmes, souvent, la mairie va intervenir que peut-être sur la partie des réseaux, c'est-à-dire les voiries, mais ne vont pas rentrer sur la partie privée parce qu'ils considèrent que c'est de l'argent privé, donc c'est vraiment les privés qui doivent s'en charger. Nous, quand ça a été pour la résidence, c'est différent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'apport financier dans un système où il y avait de l'argent en commun qui était mis, puisque c'est purement un système locatif. Et donc, nous, nos personnes que nous accueillons, puisqu'il y a 24 logements, hein, donc c'est purement de la location, et nous avions tenu compte que les revenus de ces personnes que nous allions accueillir étaient des revenus relativement faibles. Donc, si j'ai souvenir de tête à peu près, c'est de l'ordre de 390 € que chaque personne paye pour son logement. Hein. Donc, c'est extrêmement raisonnable. Par contre, des inconvénients, hein, c'est du T1, donc ça veut dire que c'est quand même limité également en espace, hein, mais c'est souvent pour des personnes seules, c'est-à-dire que très peu de couples sont accueillis. Ce que je veux dire, c'est quand on arrive à une certaine dimension de personnes, puisque là, il y a 24 logements, souvent la commune intervenait pour être médiateur, puisque souvent certaines personnes s'occupaient des autres et donc venaient empiéter un petit peu sur la vie privée des gens, c'est-à-dire quelqu'un a fait du bruit, quelqu'un arrivait en retard, quelqu'un ceci, cela. Donc la vie collective quand même se gère à petite dimension, à grande dimension. Moi, pour avoir fait face à 24 logements, je peux vous dire, c'est chaque semaine qu'on intervenait quand même. Hein. Il y avait toujours des petites choses à faire. Par contre, l'avantage, c'est que la mairie, même si c'était Aiguillon de Construction qui avait mis ça en place, et donc on avait également la SAD qui intervenait sur la partie animation, nous étions quand même relativement présents pour que ça fonctionne aussi, si vous voulez. Ce que je veux dire, il ne faut pas perdre l'objectif dans lequel on se met. C'est-à-dire, si on se met dans un objectif de personnes qui sont dans la deuxième tranche de vie, donc il faut que ça corresponde bien à cette partie de deuxième tranche de vie et que tout soit créé pour ça. Lorsque maintenant on crée un village pour la première tranche de vie, ce n'est pas les mêmes objectifs. Il faut essayer de tout mettre en œuvre pour ça. Moi, je connais des jeunes qui se sont créés en collectif ensemble dans la première tranche de vie. Donc, ils avaient un certain concept d'enfants qui pouvaient être ensemble et ainsi de suite. C'est un certain concept qui est défini dès le départ. On y adhère ou on n'y adhère pas, hein, tout dépend comment on voit les choses, mais c'est bien défini comme étant ça. Quand c'est dans la deuxième conception de vie, il faut rester dans ces objectifs. Je crois qu'on ne peut pas mélanger les objectifs les uns avec les autres comme ça. Par contre, il peut y avoir une animation commune qui peut être faite, mais ne mélangeons pas trop parce que moi j'ai vu que, par exemple, dans la résidence que nous avons, les plus jeunes avaient de l'ordre de 50 ans et les plus âgés avaient 80 et quelques ans. Et donc j'ai bien vu que ce n'était pas le même mode de vie les uns avec les autres et certains perturbaient les autres également. Hein. L'harmonie à 24 est déjà plus difficile qu'à 10. Voilà. Merci Marc pour ce témoignage. J'encourage à venir voir notre résidence, hein, parce que bon, ça peut donner des idées. Nous avions copié ça sur quelque chose qui était du côté de Bordeaux, et puis on l'a ramené à notre dimension, si vous voulez. D'accord. Tout à fait. Est-ce que parmi les personnes présentes, il y a des personnes peut-être engagées dans des réflexions autour de l'habitat participatif ou qui peut-être que vous viviez en habitat participatif non, sur le territoire peut-être? Alors, souvent, l'habitat participatif, c'est une étiquette. Oui. Mais en fait, ce qui compte, c'est la capacité entre voisins à avoir un minimum de relations de bon voisinage. Et souvent, ça existe, tant mieux.
Hein. L'idée, c'est de veiller à ce que ça dure. Parce qu'il peut arriver entre voisins dans un lotissement, dans un immeuble, une copro, qu'il y a un chieur, entre guillemets. Enfin, tout d'un coup, l'ambiance tombe, où il y a un conflit idiot pour une histoire de bagnole. Souvent, les bagnoles, ça provoque de stationnement, ça provoque des histoires. Donc, il peut y avoir un truc qui traîne et l'ambiance se détend. Donc, l'objectif, c'est de faire durer. Et donc, quand il y a des problèmes, on ne les occulte pas, on les traite. Et pour les traiter, l'une des façons de faire, c'est d'avoir des liens avec des professionnels, avec d'autres groupes, de ne pas rester enfermé. Parce que malgré tout, on a besoin de réapprendre ce que faisaient nos aînés des Fréries du pays de Redon, c'est-à-dire ils trouvaient des arrangements quand même. Donc, on doit être capable de pouvoir trouver des arrangements, mais on a un peu perdu parce qu'on est un peu dans le consumérisme ou dans, quelquefois, la bienveillance des élus, mais qui a sa contrepartie, l'assistance de certains. Donc, il faut remettre le citoyen, et ça, c'est un message qui détonne un peu parce qu'on a l'impression de dire aux gens, donner une injonction, bougez-vous collectivement, c'est pas très porteur. Mais quand on commence par l'idée de parler de soi, de ses besoins, quels sont mes besoins dans 5 ans, dans 10 ans, quand on réfléchit à plusieurs, c'est ce qu'ont fait les gens de Cool Cause. Ils ne se connaissaient pas tous, certains se connaissaient parce que c'est une commune de petite taille, ils se sont dit, voilà, on a des besoins, est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions? Ils ont trouvé les capacités. Il faut créer ce lien à partager les questionnements et ne pas le faire de façon isolée. Donc, allez voir ailleurs, allez voir à Bordeaux, allez voir ailleurs. Et je reviens à une question de tout de suite sur ce qui se passe plutôt côté des moins de 50 ans, avec des jeunes, parfois, qui veulent rénover des éco-hameaux. Vous avez peut-être ces réalisations-là dans certaines de vos communes. Il y a le cas que je vous citais tout de suite du Luxor à Messac. Il y a le cas qui n'a pas pu nous rejoindre ce soir de la Morinay à Langan. Et donc, c'est des jeunes qui ont plutôt une vision de la transition, qui veulent être assez autonomes, faire un potager, rénover un patrimoine et qui font revivre un hameau. Et quelquefois, ils sont confrontés à des règles d'urbanisme qui sont liées aux zones agricoles, qui font, et c'était tout à fait légitime, que puisqu'il faut éviter le mitage, créer des nouveaux logements ou recréer des nouveaux logements n'est plus possible. Or, maintenant, on s'aperçoit qu'il y a des jeunes qui seraient prêts à faire revivre un hameau où il n'y avait plus qu'un habitat, pour faire vivre 3 habitats en dur, plus éventuellement 2 en léger. Ajouter une yourte ou un habitat léger, les tiny house, les petites caravanes en bois, là, voilà. Et donc, qui se raccrochent au groupe parce qu'ils vont bénéficier dans le dur, dans les bâtiments en dur, de la buanderie, de l'atelier. Donc, ils peuvent avoir un habitat léger pour eux-mêmes, pour le sommeil et autres, en n'étant pas isolés. Donc, on s'aperçoit que ces attentes-là sont de plus en plus fréquentes. Le réseau Brud'Aide, le réseau de communes qui sont plutôt pour la transition, vous les connaissez, Brud'Aide, je pense. Vous avez dû collaborer avec eux, a déjà fait des journées d'études de ces phénomènes-là qui ne se rendent pas toujours dans les clous, parce que dans les règles d'urbanisme, en zone agricole, est-ce qu'on peut faire une stécale? C'est prévu dans l'urbanisme. Des pastilles, des stécales, les pastilles stécales qui permettent éventuellement qu'un habitat réversible soit en zone agricole. Mais c'est compliqué. Est-ce que c'est légitime de faire tout ça? Et puis, c'est compliqué aussi du point de vue du montage juridico-financier. Est-ce qu'on peut faire un prêt collectif? Est-ce que les parts des uns et des autres sont relativement équilibrées? Et comment les gens, s'ils renoncent, s'ils repartent, comment ils s'y retrouvent aussi? Il faut que ça soit équitable. Et donc là, on a besoin de… C'est là-dessus que bosse notre mouvement, c'est de retour d'expérience pour mieux sécuriser les systèmes juridiques. Le système des sociétés
parce que souvent la copropriété ou la propriété ordinaire, quelquefois il y a des gens qui ont fait des ASL, vous connaissez ça, des associations syndicales libres qui existent dans certains lotissements. Enfin, il y a plein de systèmes utilisés, ils ont tous des intérêts et des limites. À chaque fois, l'enjeu, c'est comment réussir à gérer du commun et comment dépasser la simple propriété monobloc et ajouter à ça quelque chose qui est capable de porter le commun. Merci Donc, Pierre-Yves. oui, pardon. Oui, je disais, il y a Pierrick qui lève la main, mais je vous laisse terminer, pardon, excusez-moi. Pierrick? Non, c'était une simple question par rapport à Marc qui disait qu'il y avait des différences entre les différents âges. Est-ce que lorsqu'il y a un habitat participatif, est-ce que les gens qui construisent, qui sont dans ces projets-là, prévoient justement la variabilité justement ou la capacité de leur architecture justement à être sur un autre usage que ceux qui est prévu au point de départ, quoi. Est-ce qu'il prévoit justement l'avancée en âge ou de revenir justement à une configuration qui corresponde plus à des âges avec des enfants et des personnes avec des enfants? Est-ce que ça, c'est intégré dans la conception? Est-ce qu'il y en a qui intègrent ça dans leur conception? Oui, oui. Là, tous ces groupes-là, au départ, voudraient du modulable, du flexible, du réaménageable. Ce qui n'est pas toujours facile parce que ça peut entraîner dans les matériaux, dans la structure, ça peut entraîner des surcoûts, si on veut et quelquefois, par économie, ce n'est pas toujours possible. Mais ça, c'est la volonté du groupe. Souvent, cette question d'évolution de bâti passe aussi par la main à la pâte, c'est-à-dire par l'autoconstruction. Souvent dans les groupes, les gens se donnent des petits chantiers pour définition ou pour finir les espaces partagés. Par exemple, vous avez peut-être vu dans Ouest France, dimanche dernier, il y avait un groupe de Nantes, le Pré commun. Le Pré commun, un éco-hameau qui est à la montagne auprès de Nantes. Et ben dans ce groupe-là, tout ce qui est commun, ça fait partie d'un chantier partagé. Même les gens un peu âgés, ils vont. Alors, chacun sa mesure. Ce n'est pas mesurer les heures, hein, mais ils ont décidé, comme pour que ce soit moins cher aussi, de faire une partie d'autoconstruction. Et il y a un avantage lorsque les gens sont dans des formules sociétaires, de sociétés, dont certaines sont des sociétés coopératives. Par exemple, celle de Messac, c'est coopérative. Celle du Pré commun, qui était dans l'article de dimanche, c'est une coopérative. Et dans ces formules sociétaires, comme celle de Plabennec, qui n'est pas une coopérative, mais c'est une société, dans ces formules-là, en fait, les gens ne sont pas propriétaires directs de leur logement. C'est la société qui est propriétaire. Les gens peuvent avoir l'attribution d'un lot. Hein, évidemment, ils sont titulaires d'un lot, c'est clair. Hein, il y a une division d'immeubles qui peut dire ça, c'est à telle personne. Mais comme la propriété est commune, il peut y avoir un échange de lots. On peut changer de lot. On peut même, déborder sur le lot d'à côté. Si les besoins changent, vous voyez, une famille dont les enfants se répartissent pourrait dire je lave 2 chambres et ça va rejoindre la famille voisine qui en aurait besoin. Donc, quelquefois, les formules, les innovations juridiques et financières sont encore un peu complexes à mettre en place, mais à l'usage, elles sont assez commodes puisqu'elles permettent plus de flexibilité, au moins juridique, d'échanger de logement, de passer du 3e au rez-de-chaussée pour quelqu'un qui est vieillissant, par exemple. Est-ce qu'il y avait peut-être d'autres interventions, Marc? Et puis, on va se laisser encore quelques minutes avant de clore, peut-être. Marc? Pierre-Yves, est-ce que Langouette, pour vous, qui a fait un village écologique, participatif, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes allé? Quel est votre retour? Alors,
pour nous, de toute façon, dans notre mouvement, on dit que c'est les habitants qui disent « nous, on est participatif, nous, on est solidaire, nous, on essaye de ne pas être dans « c'est un modèle qui s'impose et ça, telle façon de faire serait la bonne ou telle façon de faire serait pas bonne ». Alors, à Langouette, les gens n'ont pas, au départ, réfléchi aux espaces partagés, mais ils ont partagé à Langouette. Vous connaissez notamment le lotissement de la Pelousière. Il y a un programme qui a été fait par un promoteur coopératif qui s'appelle Keredes. Et les gens ont été invités à faire un peu d'auto-construction, enfin surtout de l'auto-finition pour baisser les prix du logement, pour qu'ils soient très abordables. Alors, d'une part, des logements écologiques, parce que la volonté de la mairie, elle est connue à Langouette comme étant écologique, et d'autre part, abordables. Et donc, les gens se sont vus sur le chantier en participant certains week-ends, coachés, accompagnés par quelqu'un des compagnons bâtisseurs, pour faire quelques annexes, les fils à linge, enfin différentes choses. Donc, il s'est créé une dynamique collective. Les gens ne sont pas arrivés au départ en parlant du collectif, ils sont arrivés pour se loger eux-mêmes, pour avoir un habitat écologique, mais petit à petit, cette dimension voisinage, elle est apparue précieuse, et maintenant, ils sont sur la fameuse cartographie que je vous ai montrée au début. Ils se reconnaissent dans ce mouvement de collectif de voisins qui veulent que ça dure. C'est ça l'idée. On en est conscient, on est conscient que c'est précieux, et on veut que ça dure au-delà des écueils. Donc pour nous, c'est de l'habitat participatif, même si ça n'a pas le tampon au départ. Vous voyez, le coup de tampon, on s'en fout. Et puis, à la limite, un immeuble ou un lotissement qui n'a pas été conçu, où les gens n'ont pas eu la chance de participer au plan comme ceux de Cool Cause, ils ont participé au plan pour faire leur logement et tout ça, donc ils se sont bien appropriés leur programme. C'est souvent très intéressant pour les gens d'ouvrir le capot de la construction. Hein. C'est comment travaille l'architecte, comment travaille le bâtiment, c'est intéressant d'ouvrir le capot. Bon, donc, mais quelquefois, les gens n'ont pas eu cette occasion, mais ils sont déjà là, mais ils décident de faire vivre mieux leur copropriété en mettant un compost, ou leur lotissement. Ce qui compte, c'est la volonté des gens, et il n'est jamais trop tard pour être conscient que c'est précieux, que c'est profitable à tous, et que ça ne fonctionne que si chacun en est co-responsable. C'est ça la définition d'un commun. On est co-responsable de ce qui nous est profitable ensemble. C'est pas simple, c'est simple à comprendre, mais c'est plus difficile à faire parce qu'on n'est pas forcément préparé à ça. Donc, et c'est souvent des petites choses du quotidien, des petites entraides du quotidien, des dépannages, et puis se prêter une voiture ou autre chose, de garder un enfant ou autre chose. Ça peut paraître du petit, ça peut paraître du micro, ça peut être du nano, mais le moment du confinement, on s'est aperçu que les petites choses étaient extrêmement importantes. Derrière ça, à travers ces petites réalisations à 4 foyers, à 10 foyers, à 12 foyers, ce qu'on essaye de plaider, c'est que les petites solidarités du quotidien sont précieuses. Et ça passe par des pratiques. On n'est pas dans l'idée de faire des grands discours, on n'est pas contre. Pour la transition sur la planète, on est d'accord, mais nous, on s'attache aux pratiques réelles des gens et comment chacun chemine là-dessus. Vous voyez notre message. On s'interpelle là-dessus. Merci, et je vous interpelle chacun et chacune. Merci Pierre. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question, une dernière intervention avant de clore ce webinaire très intéressant sur voilà, les formes, je dirais les formes d'habitat en commun. Je ne sais pas si on peut résumer ça comme ça, Pierre-Yves. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne se sont pas exprimées, qui avaient peut-être des interrogations, Diane, Gaëlle, Floriane, Jérôme ou Christian? Non? N'hésitez pas. Hein, merci Floriane. Jérôme. Ah, pardon. J'ai entendu Floriane. Je me suis dit, je vais laisser Floriane avant. Juste une petite question, moi, concernant tout ce qui est production de déchets. Est-ce qu'habitat partagé, ensuite, c'est jardin partagé, par exemple, et compost partagé? Comment ça se passe?
Alors souvent, les gens, évidemment, amènent ces questions-là. Très souvent, jardin partagé, y compris souvent, lorsqu'il y a eu des enfants, une volonté de découverte de la terre et tout ça. Parce qu'en fait, chacun mutualise les compétences et vis-à-vis des enfants, il y a une bienveillance, une coveillance, comme on dit quelquefois vis-à-vis des enfants, des autres, qui est profitable. Et les enfants trouvent des gens qui leur expliquent des tas de choses que les parents, forcément, n'auraient pas. Donc, pour les enfants, souvent, les miens ont grandi dans ce cadre-là. Eh ben, souvent, ils ont trouvé ça très précieux et ils sont restés avec leurs anciens jeunes voisins, ils sont restés cousins dans l'esprit. Il est resté des liens forts. Donc, il y a aussi cette idée, quelquefois pour certains parents, l'éducation n'est pas si simple que ça. Il peut y avoir des moments où c'est pesant, où il y a des… Donc, l'idée de recréer une famille élargie, c'est ça en fait. On est dans un modèle de famille qui est souvent la famille nucléaire parent-enfant. Or, les villages, comme on dit, c'était la famille élargie avec des facilités. Alors évidemment, il y avait le patriarcat, il y avait bien d'autres choses qu'il ne faut pas forcément recommencer. Mais il faut aussi reconnaître que nos aînés aussi avaient trouvé, avaient des choses qu'on peut regretter parfois sur la place des enfants comme sur la place des anciens. Pourquoi je disais ça? Oui, pour ce qui est partagé, donc toutes les nouvelles pratiques éco-responsables, évidemment, les gens sont très friands de tout ça. Ça cherche, ça innove. Et donc, si nous, notre association, on fait souvent des échanges d'expériences, je pourrais envoyer à Emmanuel les programmes que nous avons. Tous les mois, par exemple, il y a un retour d'expérience d'un groupe de l'Ouest le deuxième mardi du mois. Qui, pendant 1 heure, un peu comme l'a fait Koulko ce soir, présente son expérience. Toute cette année, il y a ça. On fait des visites, alors moins ces temps-ci avec le confinement, et c'est souvent par les visites, donc je vous encourage éventuellement à vous inscrire à telle ou telle visite. Il faudrait qu'on en refasse une à Redon, parce qu'il y a un groupe participatif qui s'appelait le groupe Kirgy de Bois, rue Pablo Neruda, que certains ont peut-être connu, un groupe qui a été fait il y a 40 ans, avec la COP de construction, qui s'est un peu endormi, mais ça serait bien qu'on aille le visiter parce que c'est assez bien réussi du point de vue urbanisme. C'était déjà de la construction bois il y a 40 ans. Donc, chaque groupe invente des façons d'avoir des pratiques éco-responsables et de plus en plus, les groupes avancent sur la question de la mobilité partagée. Se prêter les voitures, pas forcément acheter des voitures communes pour tous, mais trouver un système de prêt de voitures intelligent. Par exemple, c'est un exemple. Merci Ah Pierre. oui, d'accord, oui, c'est Vincent Berthelot. Vincent Berthelot, oui, c'est ça. Qui est cycliste et habitant d'un habitat participatif. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions, d'autres questions? La dernière, peut-être? Pierrick, pardon. J'avais simplement une question. Est-ce que dans l'environnement immédiat, justement, de l'habitat participatif, des différents sites, est-ce que ça a suscité justement du débat? Est-ce que ça a enclenché d'autres, dans leur environnement immédiat, sans parler des visites? Mais qu'est-ce que ça a changé? Enfin, je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus, sur l'environnement immédiat dans la commune ou dans le quartier. Alors, effectivement, on a certains groupes, au-delà de leur habitat, sont un peu des lieux d'innovation, et notamment le groupe de la Bigotière à Épignac, dont je vous signalais, il y a quelqu'un qui a changé de métier, qui est devenu boulanger, qui a ouvert un fournil, donc qui fait revivre aussi le territoire. Ils ont créé une petite coopérative pour de circuits courts. Donc, ils sont force de proposition, parce que la mairie aussi les a soutenus dans cet esprit-là, de ne pas être un groupe isolé. Ce n'était pas leur volonté. Et ça, c'est une chose sur laquelle on insiste beaucoup, que les groupes aillent voir leur environnement, qu'ils n'arrivent pas comme un ovni dans un territoire, parce qu'ils risquent d'être mal compris par les élus. Le groupe dont je vous ai parlé de Luxor vient d'aller voir les élus de la mairie de Messac pour se présenter. C'est la base. Parce que l'idée, ce n'est pas du tout des communautés fermées.
on entend parler de ça pour certains pays étrangers, des gated communities, je sais pas, en anglais je dis, voilà, des communautés fermées où il y a de l'entre-soi et plutôt de gens de standing qui veulent être à l'écart de la société. Là, c'est le contraire. C'est le principe de se dire le principe du collectif, on essaie de bien le faire vivre à 4 ou à 15, mais ce principe-là, eh ben, il peut peut-être aussi se vivre au-delà dans le territoire. C'est partageable. Hein. Donc, c'est plutôt des groupes ouverts et qui essayent d'avoir un impact, une contribution à leur petite mesure, donc en relançant un fournil, en faisant autre chose, et ou par exemple, comme je vous l'ai dit en Allemagne, en étant le numéro de téléalarme pour les anciens du quartier. C'est des choses toutes bêtes, mais qui sont précieuses. Donc moi, ce que je propose à Emmanuel et peut-être à Marc Derval, c'est d'aller faire une visite, de voir une frérie et la résidence, comment vous l'appelez, d'Aiguillon. On fait les deux choses en même temps, un jour. La Piclet. Là, voilà. Voir comment ça se passe, un petit collectif d'anciens, alors qu'ils ne sont pas forcément autogérés, voilà, mais bon, ça fonctionne. Au moins, ils ne sont pas isolés. Et qu'est-ce qui a été tenté et réussi, mais aussi aller revoir l'histoire. Alors, j'ai un petit faible pour ça, mais je trouve que c'est une très belle histoire. L'histoire des fréries du pays de Redon et des biens villageois qui existent toujours au cadastre. Hein. D'ailleurs, c'est toujours actif. Hein. Voilà. Et donc, les villageois sont toujours actifs dans leur frérie. Et donc, alors, de cela, il peut y avoir peut-être un esprit de village ou de quartier qui peut subsister. Tout est bon à prendre. Je pense que dans tous les villages, il y a quand même un esprit de départ, puisque en fait, c'était une commune qui était essentiellement rurale. Et chaque village, c'était chaque ferme. Et donc, il y avait l'entraide qu'il y avait précédemment. Et pour les anciens, cet esprit est resté. Et je dirais que les jeunes qui arrivent dans ces villages continuent de faire perdurer justement cet esprit. Et lorsque je me déplaçais dans les différents villages, je retrouvais toujours l'entraide qui existait entre les anciens et qui avait également indiqué aux jeunes. C'est pour ça que je prône également que dans l'habitat, parce qu'on a tendance à dire qu'il faut que toute nouvelle construction doit se faire dans le centre-bourg, moi j'ai trouvé que l'esprit des villages était très formateur pour les jeunes. Alors, et donc, à Saint-Jacques-de-la-Lande, il y a une association qui s'appelle les Écarts. Les Écarts, Z. En fait, c'est une association qui sert de caisse associative pour les petits hameaux. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, on s'aperçoit que ceux qui existaient en milieu rural et qu'on considérait comme désuets et dépassés parfois, c'est précieux. Et même dans les zones urbaines, maintenant, on se dit comment régénérer cette conscience que l'esprit village et l'esprit de voisinage doit être mis en valeur et soutenu. Et donc, Saint-Jacques-de-la-Lande, vous connaissez, hein, c'est bien sûr des immeubles, mais c'est aussi des petits hameaux. Et il y a cette idée de ne pas perdre ces capacités-là. Donc, les fréries font école. Merci Pierre-Yves. Donc Riwal, merci pour ta petite précision dans le chat et une mission de France Inter sur les communs et la gestion des landes. Donc on pourra mettre le lien. J'étais en train de le chercher, je ne l'ai pas trouvé, mais je pense qu'on peut le mettre le lien. Je vais renvoyer le lien parce qu'il y a un petit extrait d'un film. Oui. C'était passé c'était passé à l'Écomusée de Rennes, mais c'était passé aussi sur France Inter. L'émission de l'histoire, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, sur France Inter. C'est ça, merci. Riwal, c'est le lien que tu viens de nous transmettre. Merci. Super. Super. Merci. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce soir. Un grand merci aussi donc à Pierre-Yves et aux collègues du Finistère. J'ai oublié la commune Plabennec, c'est ça?
oui, qui ont témoigné, c'était intéressant. Je vous enverrai un petit résumé de nos échanges. Et puis le lien, j'ai enregistré la réunion ce soir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir puiser dans tout ce qui a été dit pour essayer de faire des contributions dans le cadre du projet de territoire. Donc, suite aux 3 derniers webinaires, donc celui-ci, celui de la semaine dernière sur les mobilités, celui de la semaine d'avant sur l'urbanisme circulaire, je vous inviterai à un atelier de contribution, puisque c'est quand même 3 thématiques très transversales et on voit bien qu'ils se rejoignent. Donc, on pourra organiser un atelier de contribution avec les membres du Conseil développement pour ces 3 thématiques. Et puis, voilà, je vous dis très probablement à la semaine prochaine ou à la semaine suivante pour nos prochaines rencontres, si vous le souhaitez. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup, Pierre-Yves. À bientôt. Merci, Pierre-Yves. Au revoir. À bientôt. Bonne soirée.